les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, les métiers de la communication, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, scandale autour du paiement des droits relatifs à l'habillage d'antenne de la radio nationale. Isidore Mojo, le producteur de l'habillage officiel du poste national, déclare avoir reçu du ministère de la Communication un chèque sans provision pour le paiement des droits qu'il réclame depuis 20 ans. J'ai reçu un chèque en bois de la part de la CRC. Gabon, Wivine Ovandong, sanctionné pour avoir annoncé par lapsus la mort d'Ali Bongo. L'heure est intervenue au cours d'une édition du journal télévisé de 23h, ce 8 juin 2017, jour de l'anniversaire de la mort de l'ex-président Omar Bongo Ondimba. Il fallait en parler. Et il fallait parler de ces chercheurs du Centre africain des recherches qui ont mis au point un fourneau permettant de transformer des déchets de riz en énergie. Au Maroc, France 24 interdit d'activité médiatique à la veille de la visite de Macron. L'une des raisons de cette interdiction serait la diffusion par le média français d'informations biaisées sur le Maroc. Les mécoms. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un booker? En quoi consiste le métier de booker? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Nous ouvrons par cette actualité qui frise le scandale au Cameroun. Il s'agit des nouvelles autour du paiement des droits relatifs à l'habillage d'antenne de la radio nationale depuis 20 ans. Isidore Mojo, le producteur de l'habillage officiel du poste national de la Cameroun Radio Television, déclare avoir reçu du ministère de la Communication un chèque sans provision pour le paiement partiel de ses droits d'auteur. Pour se faire entendre, il a décidé de reprendre son sit-in devant le premier ministère camerounais. Philomène Ducy, vous l'avez joint au téléphone pour en savoir davantage sur cette affaire. Ici, les médias. Isidore Mojo, bonjour. Bonjour, Philomène. Vous êtes le promoteur des studios Carrel à Yaoundé. L'on vous reconnaît un peu plus depuis quelques mois comme l'auteur-compositeur des musiques qui font l'habillage d'antenne officielle du poste national de la CRTV. Oui, en effet. Voilà. En 1997, vous fournissez à la CRTV un certain nombre d'éléments sonores qui constituent son habillage. C'est bien cela? Bon, ça commence même un peu plus tôt. Quand je reviens au Cameroun, installé à Douala, je commence à faire des propositions, des habillages pour la FM 105. Oui. Et quelques années plus tard, je sors à Yaoundé. D'ailleurs, même étant à Douala, des animateurs journalistes tels que Tianaza Mougou, qui officiait encore à Yaoundé, venaient à Douala pour des habillages, des émissions telles que le volcan Ipara. Et Romain Roland Etio, qui était en service de directeur des programmes au poste national, m'approche et me dit, mais Isidore, pourquoi ne pas aussi faire de belles choses comme ça pour le poste national? C'était à l'aube de la libéralisation, donc ils voulaient qu'il y ait du nouveau dans leur façon de faire. C'est ainsi que je fais des choses, donc je fais tout ça, je propose, ils aiment, ils mettent à l'antenne. Oui. C'est comme ça que ça se passe, quoi, parce que certaines personnes qui se posent la question, est-ce que c'était un contrat, une œuvre de commande? Non, il n'y a jamais eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu cette œuvre de commande. J'ai proposé, un peu comme un artiste qui vient vers une chaîne avec sa musique, il propose, la chaîne aime et la diffuse. Oui. Donc, et pour éclairer davantage, la diffusion déjà constitue un contrat et ce contrat est réglementé par la loi 2000 du Cameroun. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire écouter quelques extraits? Ok, voilà quelques extraits. Oui. Voilà. Alors, ces musiques qui sont au centre de cette guéguerre entre la CRTV et vous, sont-elles toujours présentes sur les antennes du poste national? Bien sûr, ces musiques sont toujours diffusées 80 fois par jour, retransmises sur les 10 stations régionales, sur les 10 fréquences que le poste national a à travers le Cameroun et sur les 6 stations FM commerciales. Ce qui fait un total de près de 2000 pointages par jour, ce qui est énorme.
Oui. À titre d'illustration, l'artiste qui le plus célèbre qui pourrait vous venir à l'idée n'est même pas diffusé une fois tous les jours. Oui. C'est une diffusion de 2000 pointages tous les jours à travers le réseau national du Poste national de la Terre. Voilà, donc ces musiques que vous avez composées et mises à disposition de l'Office public de radiodiffusion depuis 20 ans, vous dites n'avoir jamais perçu des droits pour ces œuvres. Oui, en effet, vous savez, c'est un combat qui dure depuis. Au départ, j'ai fait cette musique à l'ère de Mendozé, du professeur Mendozé. Oui. Il avait dit que j'aurais mes droits. La CRTV m'avait donné même à une époque ce qu'on appelle attestation de diffusion afin que je puisse valoir mes droits auprès des OGC, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est ainsi que le stade traînait. Et aujourd'hui, quand le conflit a commencé, les spécialistes et les experts des ministères de la culture, de la communication et du premier ministère se sont penchés dessus et au vu de la loi, ils ont fait des calculs, c'est eux. Et le préjudice s'élèverait à 1,8 milliard. Oui. Je dis bien 1,8 milliard. Donc, après les négociations, le premier ministre a tranché et il a suggéré que j'accepte un arrangement afin qu'on puisse clore ce litige. Oui. C'est ainsi que le montant de 50 millions a été arrêté. Donc, vous avez été d'accord avec... J'ai accepté. Je ne pouvais pas dire non à une décision aussi solennelle, une décision gouvernementale. Oui. Qui suis-je pour dire non? Je me suis plié à cette sollicitude du Premier ministre, chef du gouvernement. Et il a donné des instructions depuis le 29 mars. Oui. Donc, c'est ça. Et malheureusement, il y a des résistances. D'accord. Donc, d'après nos sources, vous avez reçu du ministère de la Communication un ordre de virement de plus de 21 millions de francs CFA au Trésor comme paiement d'une partie des droits que vous réclamez depuis 20 ans. Avez-vous reçu cet argent? Non. Je n'ai pas encore reçu un seul franc jusqu'à l'heure où nous faisons cet échange. Déjà même le virement de 21 millions, oui. C'est une transgression de l'instruction du Premier ministre. Oui. Mais j'ai accepté ce montant sous réserve que le reste me soit versé plus tard. Mais malheureusement, cet ordre est un chèque en bois parce que c'est un ordre qui est émis alors que dans ce compte, il n'y a pas d'argent. Et les responsables de la CRTV sont très bien informés. Ils savent où il y a l'argent et ils m'ont envoyé là où il n'y a pas d'argent. Donc, expliquez-nous clairement. Vous avez reçu le chèque et vous vous êtes dirigé où? C'est un ordre de virement du Trésor public qui indique un compte. Alors, dans ce compte, ils savent qu'il n'y a pas d'argent et le trésorier, le PPG, trésorier. Oui, le trésorier payeur général, oui. Il me dit, il nous a reçu ma délégation avec le médiateur nommé par le Premier ministre. Il nous dit, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que la CRTV m'envoie vers ce compte en sachant que c'est dans un autre compte qu'il y a l'argent. Vous voyez, c'est des manœuvres terribles qui sont, je ne veux pas commenter parce que chacun doit être devant ses responsabilités. Toujours est-il que c'est un chèque en bois que j'ai reçu de la CRTV. Isidore Modio. Oui. 20 ans sans percevoir vos droits d'auteur à la CRTV, comment vivez-vous cette situation au quotidien? J'allais croire que vous allez demander que comment est-ce que je vis sans mon salaire depuis 20 ans. Bon, je veux dire, vous savez bien que je suis le promoteur des studios Carrel, qui entre autres produit des films, des émissions. Je vis cette situation avec beaucoup de courage parce que je fais j'ai d'autres activités, mais ça ne justifie pas qu'on ne me donne pas mes droits. On ne doit pas payer vos droits simplement quand vous êtes dans la misère. Ils essaient de me clochardiser, ils n'y arriveront pas. Je suis pas affamé, mais je veux mes droits. Et je lutterai jusqu'au bout pour avoir mes droits. Entre 1997, vous avez commencé les revendications en 2013. Non, le combat a commencé depuis l'attestation de diffusion qui marquait le début du combat. C'était parce que auprès des OGC, entendez par là, organismes de gestion collective, j'arrivais pas à avoir mes droits. C'est pour ça que me rapprochant de la CRTV, ils m'ont dit à la CRTV que comme mes œuvres passent toute la journée, il faut mettre ça sur les fiches de régie d'antenne.
ils vont remplir des tonnes de papier. Donc, ils m'ont émis un document qui s'appelle attestation de diffusion. Oui. Malheureusement, même avec cette attestation de diffusion, le droit d'auteur étant ce qu'il est au Cameroun, Isidore Mojo n'appartenant à aucune chapelle, n'appartenant à aucun réseau, je n'avais pas toujours pu avoir mes droits. C'est pour ça que, en 2010, j'ai commencé par une sommation interpellative à la TRTJ, servie par le cabinet ISIS du maître Didier Djomga, qui a permis aux Anglais d'avoir le droit pour l'affaire Shakira. Oui. Donc, on a fait une sommation depuis 2010 qui n'a pas eu suite. On a commencé par la justice avant d'arriver au sit-in. Vous avez tenu, Monsieur Mojo, à reprendre votre sit-in. Oui, en effet, j'ai décidé de reprendre ce sit-in malgré la transgression de l'instruction du Premier ministre. J'ai reçu un chèque en bois de la part de la TRT. Voilà. Donc, j'ai décidé de reprendre le sit-in devant le Premier ministère cette fois-ci. Ok, donc ce vendredi, vous vous êtes installé. Oui, le sit-in a bel et bien eu lieu devant les services du Premier ministre. Certes, rapidement, j'ai été interpellé par la police, y compris les journalistes qui sont venus couvrir l'événement, mais le sit-in a bel et bien eu lieu pendant plus d'1h30. Le motif de l'interpellation, c'était trouble à l'ordre public. Je ne troublais personne, j'étais tout seul. Les journalistes sont venus couvrir cet événement qui était relayé en direct sur Internet et partout à travers le monde. Oui. Qui vous a interpellé? Les services de la police nationale. Oui. Sont venus manu militaire et bon, mais c'était plutôt assez poli parce que vous savez, ce combat a la sympathie de tout le monde. Les gens sont très choqués. Donc, vous avez été interpellé ainsi que des journalistes, puis conduit dans quel service? Oui, conduit au commissariat central numéro 1 derrière Tébéla. Oui. Et c'est entendu. Et j'ai demandé au service de police d'avoir la courtoisie de ne pas entendre les journalistes ni mes collaborateurs parce que ça n'avait pas de bon sens. Oui. Ils l'ont obtempéré, donc j'ai été entendu. À l'issue de cette audition, parce qu'il n'y a aucun motif pour me garder, je leur ai dit après, j'irai encore au Premier ministère m'installer. Oui. S'en est suivi une séance de négociation où le délégué général à la Sûreté nationale en personne, il m'a rassuré en disant qu'il avait pris attache avec le Premier ministre et qu'il devait tout faire pour que je puisse avoir mon argent dans les meilleurs délais. Oui. C'est ainsi que, après la police, dès qu'on nous a libérés en mi-journée, oui, les journalistes ont vaqué à leurs occupations et je suis rentré au studio. Voilà. Donc vous êtes rentré au studio, mais vous envisagez la reprise de ce mouvement d'humeur dès le début de cette semaine. Si je n'ai pas d'argent, je vais reprendre. Alors, la question qu'on m'a posée, c'est oui, monsieur Mojo, pourquoi vous ne demandez pas une audience pour être reçu soit par le Premier ministre ou bien autre personnalité? Je leur ai dit, ce n'est pas ça. Mon intention n'est pas d'être reçu. Je veux mon argent. Ouais. Et aujourd'hui, je ne peux même plus me comporter normalement parce que quand vous avez en face de vous des gens qui ne se sont pas comportés normalement, si vous continuez à vous comporter normalement, ça fait problème. Donc, du coup, je dis, je ne peux pas me comporter normalement avec en face des gens qui refusent de suivre l'instruction du Premier ministre, qui me donnent un chèque en bois. Donc, avec eux, on se comporte plus normalement. C'est pour ça que je dis, je peux faire des manifestations parce que il n'est plus question de se comporter de manière civilisée avec de tels personnages. Oui. Si je n'ai pas mon argent, le sit-in va reprendre très, très rapidement. Ça, c'est sûr. Parce que aucune excuse n'est valable. Oui. Alors qu'on arrête de me dire qu'il n'y a pas d'argent. J'espère qu'il y aura un réel début de solution. Je l'espère. D'accord. Isidore Mojo, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie et vraiment, ça me va droit au cœur votre participation à ce combat noble. Et beaucoup de courage et bonne concorde. Au revoir. Au revoir. Ici les médias. Gabon, Wivine Ovadong sanctionné pour avoir annoncé par lapsus la mort d'Ali Bongo Ondimba. L'erreur est intervenue au cours d'une édition du journal télévisé de 23h ce début juin, jour du 8e anniversaire de la mort de l'ex-président Omar Bongo Ondimba. Elle est au Gabon, elle s'appelle Marcy Bomba. Marcy, bonjour. Bonjour, Aimé Désiré. Aux dernières nouvelles, Marcy, la journaliste est-elle revenue sur les antennes ?
Ah non, la journaliste pour l'heure Aimée Désiré, et ce je crois pour un bon moment, ne fera plus la une des JT, du moins jusqu'à ce que l'avalanche soit passée. Et d'ailleurs, Mathieu Koumba, DG du groupe Gabon Télévision, annonçait au lendemain de cette bourde grossière, vu qu'il s'agit quand même du numéro 1 du pays, que la journaliste a été suspendue à titre conservatoire. Est-ce qu'il y a eu d'autres rebondissements depuis cette date? Des rebondissements, oui, de part et d'autre, surtout chez les internautes. Cette histoire a fait remonter à la surface la bourde de Mathieu Koumba, qui lui-même annonçait il y a déjà quelques années de cela la formule de l'eau comme étant H20 au lieu de H2O. Alors les internautes se sont amusés avec cela, à faire plein de théories autour de cette histoire. Il y a eu même d'autres ont dit que H20 c'était la formule de Moussoungu, qui est une boisson locale consommée ici beaucoup localement. Donc à l'heure actuelle, sur toutes les plateformes de communication en ligne, cette histoire fait les choux gras des discussions entre internautes, et surtout du côté des militants du côté adverse. Alors dis-nous plutôt, comment le public, les autorités, les partisans du PDG ont-ils accueilli, ont-ils reçu cette nouvelle? Vous savez, l'ironie de cette histoire, c'est que le lapsus de Wivin Ovandong arrive à un moment où des tensions secouent encore les deux camps, PDG opposition. Même si certains estiment que le dialogue est venu apaiser les tensions, entre qui, c'est la question. Pour les membres de l'opposition, cette histoire a eu l'effet, comme qui dirait, d'un coup de baguette magique. Certains même un peu sarcastiques ont souhaité un repos éternel au président. Aucune autorité jusqu'ici ne s'est exprimée officiellement à ce sujet. Alors il faudra attendre la conférence du porte-parole du gouvernement pour avoir la réaction du président Ali Bongo Ondimba, puis de ses partisans et militants dans les jours à venir. Ouais. C'était Marcy Mouma, notre correspondante à Libreville, c'est au Gabon. Ismaël Karim, bonjour. Bonjour à tous, auditeurs d'ici les médias. Alors Ismaël, cette sanction n'est-elle pas forte pour la journaliste inculpée, selon vous? Alors, je dois dire que je suis un petit peu attristé par ce qui arrive donc à Vivine Ovandong, cette brillante journaliste gabonaise qui, sur le coup d'un lapsus, se voit donc suspendre des antennes pour avoir annoncé la mort d'Ali Ben Bongo. C'est vrai que c'était un lapsus parce que voilà, ça se voit très bien, et c'est très clair qu'elle parlait de la mort du président Omar Bongo, de l'ex-président Omar Bongo, qui est décédé donc en 2009. Mais par contre, elle sera donc retrouvée en train de parler d'Ali Bongo, parce que voilà, c'est juste le prénom change et on comprend très bien que c'est une erreur. C'est juste un petit lapsus. Le gouvernement devrait pouvoir être clément. Ça aurait été quelqu'un d'autre, on l'aurait pas suspendu de l'antenne, mais puisqu'il s'agit d'Ali Bongo, et il va falloir quand même que des personnes à un moment donné prouvent qu'ils travaillent réellement. Donc en fait, pour moi, je pense que la sanction n'a pas sa place et que le gouvernement en question arrivera donc à comprendre que les erreurs, ça peut exister et que certaines choses peuvent exister. Pour ma part, je souhaiterais, ou encore j'en appelle également à la conscience des uns et autres pour que la paix revienne et pour que la journaliste puisse reprendre service et que les sanctions ne courent pas contre elle. Merci Ismaël Karim. Merci à tous et surtout à la semaine prochaine pour de prochains thèmes. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Ici les médias. Il fallait en parler. À la demande des internautes et des auditeurs, il fallait reparler de ces chercheurs du Centre africain de recherche qui ont créé un fourneau permettant de transformer des déchets de riz en énergie. Philomène Ducy. Denrée de base de l'alimentation au Bénin, le riz offre d'autres perspectives grâce à Africa Rice. En effet, les chercheurs de ce centre africain de recherche ont créé un fourneau permettant de transformer les déchets de riz en énergie. Le fourneau conçu par Africa Rice est alimenté par un ventilateur solaire. Il produit de l'énergie en brûlant les déchets de riz. Le fourneau consomme directement les coques de riz pour produire de l'énergie thermique pour la cuisson et le chauffage de l'eau, pendant que le panneau solaire fournit de la lumière, a expliqué Salia Tangadingue, un expert de la station d'Africa Rice à Cotonou. Ces fourneaux seront principalement utilisés dans les zones rurales où l'usage des fagots de bois, principalement en cuisine, est à la base de l'accroissement de la déforestation au Bénin. Il faut rappeler que selon la FAO, le pays affiche un taux annuel de déforestation de 2,5%, un des plus élevés en Afrique. Ici les médias. Au Bénin, la loi sur le numérique enfin votée par les députés.
Toutes choses qui augurent une régulation et une réglementation de toutes les communications numériques et électroniques dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Philomène Dussi, une fois de plus. Ici, les médias. Les députés béninois ont adopté à l'unanimité au cours de la plénière de 7 mi-juin la loi portant code du numérique en République du Bénin. La dite loi encadre le domaine des technologies de l'information et de la communication. Initiée par l'honorable Augustin Aouang-Vouebla, ce texte de loi soumis à l'appréciation des députés et du gouvernement compte plus de 600 articles. Rafiatou Monroe, la ministre de l'économie numérique et de la communication, déclare qu'avec la promulgation du code du numérique, dorénavant, tous les messages qui passent sur WhatsApp ainsi que les autres réseaux sociaux seront encadrés. Elle ajoute qu'il est important d'échanger, de communiquer à travers les réseaux sociaux, mais toujours dans des conditions respectables. Il est important de retenir qu'avec le vote de cette loi, toutes les communications numériques et électroniques seront à l'avenir régulées et réglementées. Les opérateurs des réseaux de téléphonie mobile devront, au regard des dispositions du texte, mieux respecter les droits des consommateurs au risque d'être astreints au paiement de lourdes amendes. Ici, les médias. Maroc, France 24 interdite d'activité médiatique à la veille de la visite de Macron. L'une des raisons de cette interdiction serait la diffusion par le média français d'informations biaisées sur le Maroc. Karine Mambou. Ici, les médias. Et les autorités marocaines ont condamné la chaîne de télévision France 24 à interrompre toute activité médiatique sur le territoire marocain, et ce jusqu'à nouvel ordre, rapporte le desk. La décision a été prise par Adélia Tarani, directeur en charge des médias au département marocain de la communication, via un appel téléphonique au correspondant de la chaîne française, informe pour sa part le site d'information La Com2. Selon les informations recueillies par la même source, les raisons de cette interdiction seraient, il me désirait, une couverture biaisée des événements du RIF, la diffusion d'images datant du mois de mai lors d'une émission consacrée à un sujet d'actualité du jour et l'invitation en plateau de personnes diffusant de fausses nouvelles. De même, précise la Com2, le correspondant en langue arabe n'a pas respecté la réglementation en vigueur et la procédure pour la réalisation d'une émission en arabe. La chaîne en elle-même n'est pas formellement suspendue, mais l'activité de son attributeur tendant à profiter de la situation pour susciter et alimenter une crise a nécessité cette disposition. Cette interdiction, rappelons-le, intervient à la veille de la visite d'État de 2 jours du président français Emmanuel Macron, les 14 et 15 juin à Rabat. Karine Mambo depuis Johannesburg, ici les médias. Ici, les médias. Alors, ils sont en ligne avec nous, c'est Dictateur Olivier Caillou. Olivier Caillou, bonjour. Oui, bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias et bonjour à Philomène Dussi avec toi en studio. Bonjour Olivier. Olivier Caillou, vous avez cherché les origines lointaines de cette interdiction et c'est plutôt renversante, Olivier. Alors, il faut préciser que cette histoire qui se situe exactement dans la partie, vous savez, la partie méditerranéenne du Maroc, proche de la frontière avec l'Espagne, c'est une contestation qui est localisée dans la ville de Al-Hoceima. Alors, dans cette ville, l'histoire est tout à fait banale. C'est parti d'un pêcheur. Il a été contrôlé par les autorités. Il avait pêché un énorme poisson et les autorités avaient confisqué son poisson. Il a essayé de récupérer son poisson et à ce moment-là, il a été écrasé par un camion. Donc, suite à ce décès, il y a une contestation qui est née parce que, évidemment, les pêcheurs se plaignent du fait que le poisson commence à coûter cher dans cette zone. Pourtant, c'est une zone de pêche et donc une contestation est née partie de la mort de ce pêcheur. Et donc, à la tête de cette contestation, un certain leader d'opinion qui s'était déjà fait remarquer lors des différents printemps arabes, et il faut préciser que le Maroc n'avait pas été vraiment touché par le printemps arabe, mais il y a eu quand même quelques contestations au niveau du Maroc concernant les printemps arabes. Donc, le monsieur en question, qui a été leader de la contestation du printemps arabe au Maroc, c'est monsieur Nasser Zelzafi. Et donc, ce dernier a porté la contestation partie de la mort de ce pêcheur et tout un tas de revendications ont suivi, à savoir l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des qualités de l'éducation. Et donc, on a déplacé le problème sur la mort du pêcheur et ce monsieur Nasser Zelzafi, qui est donc devenu le leader de la contestation, a été arrêté. Il a été arrêté parce que, vous savez, le Maroc, c'est un pays religieux et musulman. Il est interdit au Maroc, sous peine d'être arrêté et emprisonné, d'interrompre un imam pendant le prêche. Et c'est exactement l'acte qu'a posé monsieur Nasser Zelzafi. Et donc, il a été arrêté par la police. Maintenant,
d'autres revendications sont nées du fait de son arrestation pour revendiquer sa libération. Et depuis qu'il a été arrêté, depuis environ 3 semaines, il y a des manifestations tous les jours, non seulement pour revendiquer sa libération, mais aussi pour porter les revendications qui étaient déjà les siennes. Et c'est tout ça qui a créé toute cette situation qui est devenue incontrôlable, partie d'une récupération justement due au décès de ce pêcheur. Et à l'issue de cela, il y a donc eu un traitement médiatique qui n'a pas été accepté par les autorités marocaines parce que la chaîne de télévision, en l'occurrence ici citée, France 24, a pris parti et donc a commencé à donner la parole plus aux contestataires que de pouvoir analyser la situation telle qu'elle se présentait et éventuellement donner la parole aux autorités. Et donc les autorités marocaines ont senti cela comme un nouveau printemps arabe qui était en train de naître. D'ailleurs, l'expression même qu'on est en train de donner à cette contestation, on lui donne plutôt le nom de printemps berbère, parce que les populations de cette zone refusent d'être traitées comme des arabes, mais plutôt comme des berbères. Et suite à cela, France 24 est en train de jouer le jeu de faire un équilibre au niveau du traitement de l'information. C'est exactement ça. Après, s'il faut développer un peu plus sur la position des autorités marocaines, moi je trouvais que c'était tout à fait justifié, vraiment tout à fait justifié. Parce que si on se souvient un tout petit peu, la dernière visite du président russe Vladimir Poutine ici en France, le président Macron, nouvellement élu, ne s'était pas gêné à expliquer devant le président russe que effectivement, parce qu'il y a des médias russes qui avaient été interdits de suivre et de couvrir la campagne du candidat Macron, et donc il s'est expliqué en présence du président russe et s'est expliqué en disant que ces médias russes effectivement ont été interdits de pouvoir suivre le candidat Macron parce que leur traitement de l'information n'était pas juste du point de vue de l'équipe de campagne du candidat Macron. Simplement parce que c'était pas favorable à Macron. Voilà, tout à fait. Donc à un moment donné, il est bien logique qu'un État, considérant que un certain média a un traitement qui peut provoquer soit des soulèvements, soit complètement dénaturer les faits tels qu'ils sont en train de se produire, un État ou une organisation est tout à fait à même de pouvoir interdire ou de censurer un média X, Y ou Z. Et c'est le cas aujourd'hui de France 24, tout simplement. Olivier, on parle là des interdictions de journalistes de médias internationaux qui est monnaie courante, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Alors, on l'a d'ailleurs vu récemment au Congo, on l'a vu également au Gabon à la veille des élections présidentielles. Alors, qu'est-ce que cela peut traduire à l'observation, Olivier ? Alors, ce que moi je comprends par toutes ces différentes interdictions, c'est qu'il faut faire très attention et de plus en plus les dirigeants deviennent très attentifs à toutes ces choses. Si vous remarquez, ces 10 ou 20 dernières années, on a moins vécu ce qu'on appelle des coups d'État par assassinat, parce que c'était très très courant à l'époque. Aujourd'hui, les coups d'État ou les renversements de pouvoir se font par déstabilisation. C'est-à-dire, on prend un groupe de personnes qu'on monte, et puis ce groupe de personnes se voit soutenir par certaines organisations, notamment certains médias. Et à partir du moment où le monde entier est en train de suivre un groupuscule de personnes, juste un groupuscule, on est capable de faire accepter cette cause-là au monde entier. Au monde entier, oui, justement. On l'a vu en Libye. On l'a vu en Libye où, parti d'une petite zone comme Benghazi, on a laissé croire que c'est toute la Libye qui était menacée. Et aujourd'hui, on voit très bien ce que ça a donné. Le but ayant été de renverser Muammar Kadhafi. Et donc, c'est un peu à cette méfiance-là que sont aujourd'hui assujettis beaucoup de chefs d'État, notamment africains, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il est difficile d'assassiner ou de renverser frontalement un chef d'État. Aujourd'hui, les nouvelles techniques, il faut toujours avoir la couverture de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est marginalisée, qu'on n'écoute pas, qui n'est pas libre. Et donc, cette partie-là va être soutenue, extrêmement médiatisée par la presse internationale notamment. Et à partir du moment où c'est vu comme ça, la communauté internationale aura quitus pour agir à partir de ce moment-là, de n'importe quelle manière. Or, pour contrer ça, il faut interdire ces médias, c'est tout. Et à partir du moment où les médias sont interdits, il n'y a pas de propagation ou de propagande à travers le monde entier, et on préserve le pouvoir. Enfin, toi qui connais bien Aimé Désiré et tous ceux qui ont suivi l'actualité au Gabon, on a très bien vu ce qui s'est passé.
on s'est retrouvé avec une situation qui était au bord d'être celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire, où 2 candidats aux élections revendiquent chacun d'avoir gagné les élections. La victoire, oui. Et voilà. Et quand on est dans une situation comme celle-là, ça devient très très délicat. Et c'est à ce moment-là qu'il faut contrôler l'information, parce que si on laisse l'information se faire toute seule, alors elle peut être biaisée. Alors, Olivier Nkayu, oui. J'aimerais vous dire merci pour votre intervention ce jour. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, et c'est moi qui remercie tous les auditeurs des médias qui sont de plus en plus nombreux et qui nous accordent fidèlement leur attention. J'aimerais également dire merci à Philomène Dussi, qui est très très remarquable à vos côtés. Merci. Cédric Tassago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, ainsi qu'à Philomène Dussi et à tous les auditeurs des médias. Bonjour Cédric. Cédric Tassago, est-ce que cette situation ne pourrait pas créer, on va dire, une crise diplomatique entre les 2 États au moment où le Maroc tente de s'ouvrir au monde? Eh bien, il faut dire que c'est une hypothèse à ne pas exclure, Philomène Dussi, car des petites circonstances comme celle-là s'embrasent parfois et créent de grandes. On peut dire qu'on est en train de frôler là un incident diplomatique quand on connaît l'ouverture, comme vous avez dit, du Maroc au monde et tout. Des événements comme ceux-là ne sont pas la bienvenue. Il faut dire que l'événement ici peut fortement donc prêter à confusion et susciter des interrogations. C'est quand même vrai qu'il y a des raisons qui sont émises, mais on verra forcément la visite d'Emmanuel Macron. Donc on pourrait se dire que c'est une décision ou bien une sanction qui arrive au mauvais moment. Et cela va certainement prêter à confusion. Et je le disais tout à l'heure, on est clairement en train de frôler un incident diplomatique, si c'est pas exagéré de le dire. Et pour une couverture comme celle-là, la première d'Emmanuel Macron, le nouveau président, pour une sortie comme celle-là, on ne comprend pas. Même si c'est vrai que les raisons de cette faute sont professionnelles et ont été clairement dit, on ne peut s'empêcher de mesurer en quelque sorte l'incidence d'une pareille mesure. Et c'est quand même qu'il n'y ait pas de reportage, par exemple, en arabe lors de la venue de Macron au royaume chérifien. Quand on sait la portée de cette langue dans ce pays, vous voyez un peu où on en est. Et comme on le disait, c'est pas à exclure de dire que si la situation n'est pas vite réglée en amont, on peut carrément frôler là un incident diplomatique. Cédric Tassago, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci Philomène et merci Aimé Désiré, et à tout à l'heure dans les Mécom. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un booker? En quoi consiste le métier de booker dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tassago. Véritable pièce maîtresse, le booker est un professionnel de l'ombre qui révèle et accompagne des artistes en devenir. Son rôle est d'encadrer et de suivre la carrière des artistes ou des personnalités qu'il a dénichées ou qui lui sont confiées. Trait d'union entre les services des magazines, des agences de pub et des maisons de couture. Il œuvre en coulisses pour décrocher casting et contrats. Il étudie des books, CV, maquettes, manuscrits d'artistes débutants ou inconnus. Il écume les salles de spectacle et des concerts pour repérer les nouveaux talents et leur proposer ses services. Il devient alors un intermédiaire, voire un confident qui accompagne les artistes tout au long de leur carrière. Tous profitent de ses conseils avisés dans l'espoir de devenir célèbres. Chanteurs, musiciens, comédiens, mannequins, écrivains, le booker peut représenter toutes sortes de clients. Souvent, il se spécialise dans un domaine, celui des musiques actuelles par exemple. Il est en contact permanent avec différents intervenants, producteurs, directeurs de casting, éditeurs, etc. Son carnet d'adresses qu'il prend soin de bien remplir lui permet de gérer efficacement la carrière de ses clients. Encore appelé agent artistique, il s'occupe des relations publiques. Pour cela, il filtre les demandes d'interview, organise des rencontres avec les médias, conseille son client sur son image. Il réalise des opérations de communication sur divers supports afin de renforcer la visibilité de ses clients. Au courant du moindre projet en gestation, il connaît par cœur les dates des castings et tente d'y trouver une place pour son client. Il décroche des contrats qu'il négocie en fonction du nombre de jours, de la notoriété de l'artiste et de l'importance du projet. Pour exercer, il doit se doter d'un esprit commercial. Audace, ténacité et séduction, telles sont les principales armes dont il a besoin.
Une très bonne connaissance des réseaux de diffusion et un bon carnet d'adresses sont utiles. En plus, le booker doit être permanemment à l'écoute de ses clients. Il les comprend et apprécie mieux leur art pour mieux les orienter. Patient, il prend le temps d'évaluer leurs attentes pour leur faire des propositions adaptées. Le métier requiert un réel équilibre psychique car une résistance au stress élevé est nécessaire pour réussir à s'organiser entre planning et casting de dernière minute. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Sacré Cédric, maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de booker, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionné des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet. Production Ada Production, coproduction Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, habillage Nimro Kwame, prise de son Guy Avemba, nos partenaires Togo topnews.com, agence Ecofin, whatishappeninginafrica.com, nos correspondants Roland Diaco et Marcy Boumba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier Nkahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Edita Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook. Ici, il est média. Dans ce studio, elle, Philomène Lucie. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production Adaprod.